Kering ou pourquoi est-ce que le luxe est boudé par les investisseurs? On va essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo si Kering constitue une opportunité d'investissement après avoir perdu plus de 50% de sa valeur en bourse. Nous voici sur le graphique de Kering, on voit que depuis le 26 juin 2021, on l'avait atteint 800 € par action, on a une baisse de plus de 70% aujourd'hui et on est à peu près sur 235 € l'action. On va essayer de comprendre dans cette vidéo pourquoi est-ce que la capitalisation boursière a fondu d'autant, comment on a pu passer de 90 milliards à seulement 30 milliards aujourd'hui, et si oui ou non elle constitue une opportunité d'investissement. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur Kering le 8 février 2024, au moment où moi j'avais pu prendre des positions, donc je suis sorti de Kering, aujourd'hui je ne suis plus actionnaire, et on va essayer de comprendre pourquoi je ne le suis plus. Donc je suis allé effectivement sur les 3 résultats de Kering sur les 3 derniers trimestres et on va essayer de comprendre comment la baisse s'est manifestée. Donc on a d'abord le premier trimestre avec une baisse donc dans un contexte de normalisation du secteur du luxe et compte tenu des transitions en cours au sein des maisons, le chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre s'élève à seulement 4,5 milliards d'euros. Donc on regarde au deuxième trimestre, on atteint aussi 4,5 milliards d'euros et au troisième trimestre, on atteint seulement 3,8 milliards d'euros. Et pourtant, l'action n'a pas perdu en bourse d'ailleurs, elle a pris plus 2% le jour où j'enregistre, c'est-à-dire le 24 octobre. Seulement un jour après sa publication de résultats. Donc on essaye de comprendre. Déjà, basiquement, on avait certains points qu'on avait déjà pu noter. On avait pu voir que la distribution en wholesale avait pu énormément se dégrader. Donc comme on le voit ici, le chiffre d'affaires wholesale et autres est en retrait de 7% comparable compte tenu du renforcement continu de l'exclusivité de la distribution des maisons. Donc techniquement, le wholesale devait diminuer de fur et à mesure en trimestre. On voit ici que le chiffre d'affaires wholesale et autres est en baisse de 6% en données comparables. Le groupe poursuivant le renforcement de l'exclusivité de la distribution de ses maisons. Et ensuite, sur le dernier trimestre, on voit ici le chiffre d'affaires wholesale et autres est en baisse de 12% en données comparables. Donc on continue de prolonger cette baisse. Leur objectif est maintenant beaucoup plus marqué, étant donné que le chiffre d'affaires wholesale qui continue à descendre nous montre qu'effectivement Kering a un intérêt à l'exclusivité. Maintenant, on peut aller regarder, voilà, au cours des 9 premiers mois, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros, donc moins 12% en tant que données comparables et publiées. Bien sûr, on va les regarder évidemment par région, on va les regarder par secteur, parce qu'on a quand même un petit peu plus d'informations que dans les DEU de chez LVMH, même si évidemment pour être le plus au courant d'une entreprise, je vous invite à lire les documents d'enregistrement universel, le DEU, ou l'annual report en anglais, tout simplement parce qu'à l'intérieur, vous y trouvez plus d'une centaine de pages et effectivement, toutes les informations relatables à toutes les maisons. Donc on va se rendre sur le premier quarter, donc on voit qu'est-ce qui a baissé le plus, on voit qu'effectivement c'est Gucci. Ensuite, on voit que Saint-Laurent, Bottega Veneta, on arrive à peu près donc sur une certaine moyenne, donc une normalisation. Et donc, on voit qu'à peu près sur les trimestres, on arrive à peu près sur le même niveau. Et ensuite, sur le dernier trimestre, on voit que Gucci s'est fait complètement ramasser, pendant que Bottega Veneta a, elle, par contre, réussi à remonter la pente, et les autres maisons Yves Saint Laurent qui continuent de creuser un certain déficit. Ce qui est assez dommage, c'est-à-dire qu'on a pu voir une entreprise qui nous a dit, il y a un peu plus d'1 an, c'est-à-dire en octobre 2023, nous avait dit qu'effectivement, il y aurait un retrait de l'activité, une certaine normalisation, comme tout le monde l'avait prévu en fin d'année 2023, avec les récessions qu'il y avait pu avoir en Chine, les craintes de récession qu'il y avait pu avoir en Europe et aux États-Unis, qui ont effectivement pesé sur la consommation des ménages, sachant qu'il faut évidemment remettre dans le contexte de quel luxe on parle. Kering, qui est effectivement plutôt dans le luxe abordable, pourront le dire, avec du Gucci qui est extrêmement voyant, avec des logos de partout. Donc effectivement, comme j'ai pu vous le dire à travers la dernière vidéo, il y a eu un détournement de la part de la jeune population chinoise, américaine, un petit peu moins européenne. On va voir qu'en Europe, on s'en sort toujours assez bien. D'ailleurs, il y a une petite reprise comparée aux États-Unis et en Asie. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce genre de deal, c'est réellement la perspective et qu'est-ce que pense le management. On va essayer de voir en relation les différentes perspectives qui avaient pu être établies au T1, au T2 et au T3 pour voir si oui ou non il y avait un changement dans le management. Ici, on voit que Kering s'inscrit dans une vision long terme et a énormément investi pour développer ses maisons. Ça, c'est ce qu'on nous avait dit au 4e quarter de 2023. Le but étant que l'entreprise n'aura pas d'intérêt à avoir de rentabilité immédiate, mais aura un intérêt à avoir un très gros capex pour pouvoir faire relever ses maisons, en allant recruter de nouveaux directeurs artistiques, en lançant de nouvelles collections, en maintenant une exclusivité autour de ses produits, c'est-à-dire avec une distribution beaucoup plus sélective. Pour 2024, dans un contexte où la croissance du secteur poursuit sa normalisation, l'impact de cette stratégie d'investissement pesera sur le résultat opérationnel courant du groupe.
ce que je vous ai dit juste avant. Compte tenu de la dégradation des tendances du chiffre d'affaires, le groupe anticipe désormais un recul de son résultat opérationnel du premier trimestre de l'ordre de 40 à 45% par rapport au premier semestre 2023, et le groupe s'attache à privilégier les dépenses et les initiatives nécessaires au développement de sa croissance à long terme de ses maisons. Maintenant, on va les regarder un petit peu plus bas. Pour le deuxième trimestre, on voit ici que les perspectives, on nous donne à peu près la même information, compte tenu des incertitudes pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du luxe au cours des prochains mois. Après le ralentissement constaté au premier trimestre 2023, le résultat opérationnel de Kering pour le second semestre pourrait être baissé de l'ordre de 30% par rapport au deuxième semestre 2023, c'est-à-dire qu'on a potentiellement une légère reprise ou une normalisation qui, au lieu de baisser en flèche, arrive un petit peu à remonter et à stagner. Mais le groupe s'attache à privilégier les dépenses et les initiatives nécessaires au développement de la croissance à long terme de ses maisons. Donc on reste évidemment sur une entreprise qui continue d'investir. Et maintenant qu'on regarde ici les dernières perspectives ici, donc on a exactement la même perspective, et donc on nous donne un résultat opérationnel qui pourrait être de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus loin ici dans les données financières pour regarder en moyenne combien est-ce qu'on rapporte à peu près. Donc on va aller regarder que sur les derniers semestres en moyenne, donc c'est-à-dire ici donc notre bénéfice d'exploitation, on arriverait sur un 2.01, 2.07. On arriverait sur un 2.7 et un 2.01. C'est-à-dire qu'ici, donc le résultat opérationnel courant, le ROC, ou plus simplement le cash lié aux activités d'exploitation, nous donnerait à peu près sur le deuxième semestre un 2,5 milliards, ce que je trouve quand même énorme. Alors après, évidemment, il faut le remettre dans le contexte. On voit qu'effectivement, on ne prend pas en compte les loyers, alors qu'il y a quand même pas mal de loyers. Je crois qu'il doit y avoir 400 ou 500 millions de dépenses par an. Donc c'est-à-dire que celle-ci ne se retrouve pas à cet endroit-là, mais se retrouve un petit peu plus bas dans le cash flow, ce qui est assez dommage. Voilà, il faut faire du retraitement, ce que vous n'avez pas directement donc sur le DU, étant donné que le retraitement est directement fait, alors que ces sites-là, étant donné qu'il y a une législation européenne qui change la comptabilisation des loyers, qui n'est plus dans le compte de résultat, mais qui est dans le cash flow, ce qui fait augmenter la marge. Alors quel est l'intérêt? Je ne sais pas, me direz-vous. Donc on regarde les dépenses d'investissement qui restent plus ou moins contrastées, c'est-à-dire assez hautes, mais pas non plus, parce qu'on voit qu'au premier H1 2023, il n'y avait pas forcément un but d'augmentation du CAPEX, alors que pourtant, ça a été le cas, 1.89, et ici on a 1.39. Donc on regarde quand même, techniquement, si on a 2.5 pour un 2.43 pour le H1 2023, on arriverait sur quand même quelque chose d'assez bien. Maintenant, vous le voyez qu'ici, on parle de l'exercice 2023, c'est-à-dire qu'à un moment où Kering avait pu faire sur un seul trimestre 2.5 milliards, c'est-à-dire comme sur le premier semestre 2023, on a eu sur le premier semestre 2024 2.2 milliards, et ensuite auquel on va devoir évidemment rajouter seulement 300 millions de résultats opérationnels qui devraient s'ajouter, étant donné qu'il y a une évolution du fonds de roulement qui doit soit être mauvais, ou ici, effectivement, on doit avoir voilà, un élément hors trésorerie qui arrive à peu près une fois tous les trimestres. Donc qu'est-ce qui est compté dedans? Est-ce que c'est le paiement des loyers? Voilà, on peut pas exactement savoir, en tout cas sur TradingView. Maintenant sur les rapports annuels, parce qu'ici on a évidemment seulement le chiffre d'affaires du troisième trimestre. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la réelle rentabilité, donc on va aller la regarder tout de suite. Nous voici sur le rapport semestriel donc du tout premier semestre, et donc on voit ici donc les chiffres d'affaires qui ont baissé. La répartition par zone géographique, donc on voit qu'effectivement l'Asie-Pacifique reste le premier marché de Kering, avec l'Europe de l'Ouest 28%, et ensuite l'Amérique du Nord 23%, qui donc a dû baisser par rapport à une augmentation ici du Japon. C'est-à-dire que de base l'Asie-Pacifique devait représenter quand même beaucoup plus par rapport au segment. Maintenant ici on va aller regarder voilà, les variations du chiffre d'affaires. Nous on va aller regarder réellement voilà, le résultat opérationnel courant. On voit que Gucci on a baissé de 44%, on a baissé de 34% chez Yves Saint Laurent et de 28% chez Bottega Veneta, sachant que chez Bottega Veneta par exemple on n'a pas eu de baisse de chiffre d'affaires, en tout cas à données comparables, ce qui nous donne avec des FX un chiffre d'affaires qui stagne, et pourtant une baisse de 28% du Rocher, ensuite une baisse de 80% sur les autres maisons, et une augmentation de 61% chez Kering Eyewear, ce qui de toute façon est assez petit, étant donné que c'est une toute petite maison. Il possède seulement quelques brands, ou en tout cas même des brands, je ne sais pas s'il possède des Dior, etc., mais je sais qu'il possède certaines marques de lunettes qui ne leur appartiennent pas. Maintenant, en termes de taux opérationnel de marge, vous voyez qu'on passe de 27 à 17%. Même si 17%, faut quand même se rendre compte, c'est quand même pas mal. Faut voir aussi, évidemment, la cash flow opérationnel. On voit ici qu'au premier semestre, donc le cash flow opérationnel défini page 28, et hors acquisition, section d'actifs immobiliers, c'est-à-dire
ici, donc sans prendre en compte qu'on paye nos loyers, et les acquisitions et les cessions, on arrive sur 1055. C'est-à-dire qu'ici, quand on nous donne un 2.1, donc celui qu'on a pu aller voir ici, donc le 2.4, en fait, il ne nous prend pas en compte les loyers, comme on avait pu le voir un petit peu plus bas. Maintenant, l'endettement financier, on voit qu'il est encore plus important. C'est vrai qu'on n'est pas allé regarder un petit peu la dette à ce niveau-là. On a quand même une dette totale qui est à 19,36. On s'est endetté pour pouvoir verser un dividende de 2 milliards, étant donné qu'on n'avait pas les fonds propres disponibles, ce qui nous fait passer un total d'avoir de 16 à 15, ce qui n'est pas totalement énorme, et puis de toute façon, voilà, on a quand même gardé un minimum de rentabilité, étant donné qu'on a émis de la dette pour pouvoir aller la rembourser plus tard. Maintenant, on va aller regarder aussi ce qui nous intéresse, le compte de résultat, et surtout, à ce niveau-là, le revenu et les charges d'intérêt après déduction capitalisée. On va les regarder en termes semestriels. Donc on arrive à peu près sur un 300 millions par an, ce qui nous donne à peu près du 600 millions. Pour un bénéfice d'exploitation qui ici se trouvait à 5 milliards 600 millions, ça nous donne quand même plus de 12%. On a des charges d'intérêt qui passent à 300 millions. Ce qui nous fait quand même arriver sur un résultat annuel à 600 millions, étant donné que là on était seulement à 377, mais on rajoute forcément le premier semestre, on est à 292, donc le deuxième, on sera forcément à peu près au même niveau, étant donné que la dette n'a pas baissé, et d'ailleurs a augmenté. 600 millions pour un bénéfice d'exploitation qui tombe à 5, ça nous fait 12%. 12% seulement d'intérêt de dette. Donc c'est énorme. Après, si on regarde seulement en 377, ça nous fait quand même un 8% de charge d'intérêt de la dette. C'est énorme, rendez-vous compte. C'est une boîte qui est quand même endettée à des taux extrêmement élevés. Rendez-vous compte, pour une boîte d'aussi grande envergure qui se prétend du luxe, une charge d'intérêt sur la dette, c'est-à-dire que ses créanciers lui prêtent à des taux d'intérêt extrêmement hauts, extrêmement élevés. Maintenant, on a pu voir que la rentabilité, elle n'était pas là. On va quand même aller regarder, voilà, l'effet marquant, l'acquisition d'actifs immobiliers stratégiques, c'est-à-dire qu'ici, on a 885 millions pour un building, ici 1,3 milliard pour un autre building. Alors évidemment, ça a un intérêt, parce que ça va augmenter la désirabilité de la marque, d'aller sur la 5e avenue, d'aller ici voilà, sur un immeuble qui fait plus de 12 000 m² de surface brute, c'est quand même énorme. Alors évidemment, avoir l'agencement, mais ça reste des très bons investissements pour des valeurs immobilières qui auront toujours une certaine valeur. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui l'intérêt qu'on doit avoir ? Je pense que Kering, aujourd'hui, n'a pas d'intérêt de rentabilité, donc c'est une bonne stratégie de prendre tout l'argent qu'on gagne pour aller l'investir dans notre futur. Maintenant, ça gérait sûrement de couper le dividende, parce qu'avec un dividende aussi élevé, on va aller le regarder quand même ici, voilà, avec un dividende versé par année d'1,71 milliard, c'est-à-dire qu'on a dû s'endetter pour aller le verser, vous le voyez ici, 1,72. On a dû s'endetter, étant donné que cet argent-là, on l'avait pas, hein. Il nous restait à peu près 900 millions, voilà, sans compter les loyers, et ensuite on a versé 1,7 milliard. Donc on a dû, ici vous le voyez, émission de la dette, on a dû émettre 1,39 milliard de dette, ce qui est quand même assez dommage pour une entreprise qui techniquement a de la rentabilité, et on n'est pas quand même sur une boîte qui perd du chiffre d'affaires et qui arrive à une rentabilité qui est négative. Aujourd'hui, Kering arrive toujours à sortir de l'argent. Maintenant, sa valorisation, elle est extrêmement élevée. Même si on arrive à une entreprise qui fait 235 € en bourse, on est sur une valorisation toujours élevée. Alors maintenant, oui, techniquement, elle se paye pas cher par rapport à avant. Si on arrive à retrouver la rentabilité qu'elle avait avant et peut-être aller plus loin, forcément aujourd'hui c'est un très bon prix. On pourra arriver sur des ratios de valorisation extrêmement faibles, à plus de 10 fois les bénéfices, peut-être même moins, et probablement 5 fois les EBITDA, ce qui est totalement ridicule pour une boîte qui de base se valorisait entre 15 à 20 fois et au moins 10 fois ses EBITDA. Maintenant, voilà, là vous le voyez ici, les emprunts, donc on a des coupons de 3,3 et de 3,6, donc des tranches de 1 milliard et de 750 millions, c'est-à-dire des emprunts qui leur a permis de financer les bâtiments. On va aller voir ici le total de nos passifs. On a à peu près 17 milliards de passifs non courants et 8 milliards de passifs courants, c'est-à-dire 11 milliards à cet endroit-là de dette, 4,5 milliards d'argent qu'on a dû mettre l'accumulation des loyers,
Et ensuite, les dettes à court terme et aussi des passifs courants sur les contrats de location, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'on a à peu près 5 milliards, 5,5 milliards de loyers qu'on a stockés et qu'on doit de toute manière payer. Maintenant, l'endettement financier net, il nous le calcule ici à 13 milliards, en enlevant la trésorerie, c'est-à-dire on arriverait sur une dette nette qui s'élèverait à 10 milliards, c'est-à-dire en fait 30% de la capitalisation boursière, ce qui est quand même voilà, assez énorme. Maintenant, voilà, la capacité d'autofinancement avant impôt, on arrive à 2,5 milliards, donc on paye les impôts et on arrive à le cash from operation activities, 2,5 milliards. On a une acquisition de 1,3 milliard de capex pour le premier semestre, ce qu'on voit qu'effectivement est beaucoup plus bas, mais en pourcentage est plus important. Donc le cash flow libre opérationnel comprend 830 millions d'effets d'acquisition immobilière stratégique, dont 65 dans les flux nets et 897 dans les acquisitions d'immobilisation corporelle et incorporelle. Hors de l'acquisition de l'actif immobilier, en fait on arriverait finalement sur un capex à seulement 500 millions. Donc pour un 2,4 milliards, auquel on enlève seulement 500 millions, ça nous donne 2 milliards. Donc c'est tout à fait raisonnable. Maintenant, on a le remboursement des passifs sur les contrats de location, ce qui, ça, techniquement, ne devrait pas nous apparaître ici. Donc sur les 2,5 milliards, on doit déjà en enlever 500, et ensuite les intérêts versés sur les contrats de location, donc on doit aller les enlever aussi, ce qui nous fait à peu près du 600 millions. Donc 600 millions sur les 2,4, ce qui nous donne à peu près du 1800, et ensuite on a 1400 millions d'investissements corporels et incorporels, ce qui nous donne à peu près du 400 millions du cash flow disponible opérationnel, ce qu'on avait vu, et ensuite les intérêts versés et assimilés hors contrat de location, et donc le cash flow disponible, 300 millions. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec ces 300 millions? On va aller verser un dividende numéraire qui compte 1,7 milliard. Donc évidemment, cash flow libre et opérationnel, vous le voyez ici, en fait, basiquement, on n'a pas l'argent, donc finalement, l'endettement financier augmente d'autant de ce qu'on avait, c'est-à-dire on a 1,7 milliard de versement du dividende, auquel on enlève 300 millions, ce qui fait 1,4 milliard, et l'endettement financier a augmenté d'1,4 milliard, donc voilà, on a regardé où est-ce qu'est passé cet argent, et donc effectivement, Kering, qui nous dit qu'elle a une vision long terme, continue à aller verser un dividende à ses actionnaires, alors que si ses actionnaires avaient foi en la capacité de gestion de l'entreprise, potentiellement, on aurait pu se passer d'un dividende sur 1, 2 ou 3 ans et avoir un retour de la croissance sans problème. Maintenant, ça n'a pas été le choix de l'entreprise, on voit quand même qu'elle est endettée elle est surtout endettée donc au-delà de 2028, ce qui est assez bon, en tout cas si vous avez peur que l'entreprise fasse faillite, ce qui est quand même loin d'être le cas. Maintenant, à voir, est-ce qu'il va réellement avoir un retour de la croissance? Est-ce que Kering est capable, à part de faire des investissements dans le Kering Eyewear, mais de pouvoir faire le maximum d'investissements sur Gucci? Ce qu'on nous a dit qui était déjà le cas, c'est-à-dire que François-Henri Pinault, lors du premier semestre en juillet, nous avait déjà dit qu'il avait fait tous les investissements qui étaient possibles pour Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta et évidemment les autres maisons, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire, c'est attendre et de savoir si oui ou non, est-ce que la collection va mieux marcher. La première collection de Sabato De Sarno qu'il avait dévoilée donc en février, etc., en fait, finalement, aujourd'hui, quand on regarde ce données-là, on n'a pas du tout d'informations. On n'a aucune information. On va aller regarder potentiellement la présentation pour voir si oui ou non, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser. Non, finalement, on n'en parle toujours pas de la nouvelle collection. On nous parle d'évidemment les acquisitions qu'on a pu faire avec Creed, ce qui avait déjà pu être le cas il y a 3 trimestres. C'est une acquisition qui date d'il y a un certain moment. Ensuite, nous parler de l'augmentation au Japon et une baisse, soft summer in Western Europe, pas d'inflexion aux États-Unis. Donc on a l'Europe qui arrive à peu près à stagner et les États-Unis qui, en fait, il n'y a pas d'inflexion, donc on reste sur une baisse. On voit ici que, à part le reste du monde qui fait 8%, l'Asie-Pacifique qui repasse, qui perd 5 points, et donc le Western Europe qui prend 2 points, et le Japon qui prend 1 point. Ce qui est évident, étant donné qu'ici, vous le voyez, on a quand même 75% de retail et d'e-commerce, donc avec une plus grosse augmentation ici, avec une plus grosse baisse, moins 17%, et ici, moins 12% sur le wholesale, c'est-à-dire qu'en fait, on a évidemment wholesale luxury brand, moins 27% sur le trimestre. Et ensuite, on voit qu'ici, sur le wholesale, Kering, Eyewear et Beauty, de toute façon, ce sont des produits avec des faibles marges, donc ça nous intéresse assez peu. Maintenant, on voit que même au Japon, c'est-à-dire un endroit où la monnaie a été dévaluée de 50% en l'espace de 3 à 4 ans, et en fait, on voit que même là, chez eux, au 3e trimestre, il y a une chute vertigineuse. En Asie-Pacifique, on fait moins 19, moins 25 et moins 30. Les chutes sont vertigineuses. Kering est en train de se ramasser complètement. Et de toute façon, ils n'ont rien
pu faire, et ils ne peuvent rien faire aujourd'hui. Ils ont fait tous les investissements qu'ils pouvaient pour pouvoir maintenir Gucci à flot, et en fait, aujourd'hui, on voit que ça ne suffit pas. On espère à peu près, en 2024, un EBIT à peu près de 2,5 milliards, ce que je vous ai dit, le revenu opérationnel courant, ce qui est extrêmement peu, ce qui nous fait valoriser l'entreprise à 12 fois ses EBITDA pour l'année. Enfin, 12 fois ses EBIT, ce qui est énorme. Maintenant, à part les revenus, en fait, finalement, on nous parle pas du tout de ça. Potentiellement, on nous en a parlé dans le webcast, ce qui n'a pas été le cas non plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Kering est une entreprise qui reste surévaluée à son prix, sauf si vous faites des discounted cash flow et que vous espérez qu'il y ait un retour de la croissance. En tout cas, ça va être un petit peu les mêmes problèmes que chez Pernod Ricard. C'est un problème qui est techniquement temporaire. Maintenant, à savoir, Pernod Ricard, on l'a vu, l'alcool, les gens ont leurs petites habitudes, mais chez Gucci, est-ce que oui ou non, on a réellement perdu cette image de marque qui était intemporelle? Si c'est pas le cas, Gucci va réussir à se relever comme toutes les autres marques de luxe, et si c'est le cas, on va peut-être avoir un Gucci qui va se stabiliser, qui ne sera jamais allé aux 10 milliards de chiffre d'affaires comme prévu. Et finalement, on aura un Kering qui restera coincé entre les 30 et les 40 milliards de capitalisation boursière pendant qu'LVMH va continuer à monter, pendant que Richemont va continuer à monter, elle va aller rejoindre Burberry, Kering. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.